Bonjour et bienvenue à Impact Pot. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby, et je suis très content d'être là avec un deuxième ligne, un certain Racing Man. Il s'appelle Théodore de Saint-Rémy. Alors Théo, je sais que tu as joué pour beaucoup de clubs à Paris, mais est-ce que tu as déjà joué contre soit un club à Bordeaux ou à Toulouse ? Alors, j'ai joué à Toulouse, mais pas contre un club toulousain. Si j'avais joué contre Balma, qui est un club de la banlieue toulousaine, mais qui est un petit peu maintenant dans les profondeurs quand même. Et Bordeaux, oui, j'avais joué contre le Stade Bordelais et j'ai joué également contre l'ancêtre de l'UBB qu'on appelait le CABBG, le club athlétique Bègle Bordeaux-Gironde, qui était le fameux club de Moscato, champion de France 91, qui était en Pro D2 avec nous à l'époque où j'y étais. Donc, de beaux souvenirs là-bas, au stade André Moga, si je me souviens bien. On y avait gagné une fois avec le Racing et c'est un très beau souvenir. Bah écoute, on va parler bien sûr de ces deux équipes. La semaine dernière, on avait un titre sur notre épisode 132, l'UBB, est-ce qu'il peut le faire ? Bah, spoiler, la réponse c'est non, on va attaquer ça tout de suite. Mais avant, je voulais dire juste un petit merci à notre invité de la semaine dernière, Arthur. C'était un vrai plaisir de l'inviter, ce jeune homme. Je trouve qu'il a bien joué sa première cape ici à Impact Pot. Oui, Arthur, vraiment un grand plaisir de t'avoir eu. Et puis un coup de chapeau aussi, parce que tu avais préparé ça avec beaucoup de sérieux. Alors, je ne sais pas à quelle carrière tu te destines, mais peut-être que le journalisme sportif pourrait aller comme un gant. Quoi qu'il en soit, encore merci pour ton passage et un grand salut à tous les auditeurs de Lisbonne, dont je crois nos écoutes vont être largement emplies ces derniers jours. Bah écoute, ça va augmenter en Lisbonne, mais peut-être en Belgique aussi, parce que notre cher Charlie passe par là-bas pour le travail. Donc je pense peut-être qu'il va parler de Pacte Pot là-bas. Donc on verra. Allez, on va te parler tout de suite de ce magnifique final top 14. Le final, ça se passe le vendredi soir dans un très joli stade à Marseille, le Vélodrome. Tiens, il y a Andrew Martens qui parle en français, je ne savais pas. Il nous dit que le top 14 est très respecté par des Nouveaux-Zélandais. En pré-match, on voit Maxime Lecou qui chauffe ses coéquipiers avec un speech bien intense. Toulouse qui me semble assez serein pour l'instant. Côté effectif, il y a Bordeaux nous montre qu'ils ont une très jolie première ligne avec Big Ben, Lamotte, le talonneur qui a marqué 3 essais dans les playoffs, et notre ancien pilier gauche avant Cyril Bay, c'est Jefferson Poirot. Le 9-10 bis, on va dire, que de l'équipe de France avec Lecou et Jalibert. Jalibert qui revient tout juste de blessure. C'est aussi en arrière, ils sont plus impressionnants cette équipe. Il y a un Louis Belbarré et Damien Penaud en aile. En centre, c'est Moïse Fénin et deux porteurs qui a pris quelques centimètres, j'ai l'impression. Seulement, l'arrière Boros n'est pas encore capé avec notre 15 de France. Alors, une des surprises de cette compo, c'était la présence de Jalibert au coup d'envoi parce qu'il avait été blessé. Donc, normalement, il était out pour la fin de saison. Il aurait pu être très bien remplacé par Garcia, qui a été excellent cette année. Chaque fois qu'il a dû faire la doublure, et il a montré qu'il était plus qu'une doublure. Garcia était blessé aussi. Et en fait, on se rend compte que un joueur blessé ou qui revient de blessure, c'est quand même une prise de risque. Et je pense qu'il a manqué de fraîcheur physique de façon certaine. Il a quand même moins attaqué la ligne que d'habitude. On le verra dans le match. Pour le reste, c'est une équipe relativement classique de l'UBB qui a fait des très gros matchs avec cette composition cette année, dont on attendait de savoir si les deux flèches des ailes, Penaud et Bielbiarré, qui sont quand même tout simplement les ailiers de l'équipe de France, allaient réussir à peser dans le match et à le retourner. Moi, j'avais dit Bordeaux peut gagner si Penaud fait le match de l'année. On en parlera après. Côté Toulouse, on dit souvent, c'est l'équipe de France avec Dupont, Ntamak, Flamand, Movaca, Adégéry, Cros et Ramos. Mais il faut aussi ajouter à cela l'anglais Jack Willis en 7, Arnaud l'Australien en 4, Kinghorn l'écossais en 11, Peter Aki, le nouveau Z en centre, Juan Carlos Maïla et le 14 Santiago Chocobarez d'Argentine, tous capés pour leur pays. Et quand même, on peut dire, c'est les Harlem Globetrotters ou peut-être les New York Cosmos de rugby, car il y a aussi un Américain dans leur équipe. Oui, ce qui est le choix d'Hugo Mola, l'entraîneur, c'est de replacer Ramos à l'arrière. Ça a été la grande surprise de la campagne européenne notamment, c'est qu'il avait fait glisser Ramos sur le banc en mettant Kinghorn à l'arrière, ce qui était quand même un choix culotté. Et on voit que il a l'intelligence de gérer son groupe sans générer de querelle d'ego et en conservant
voilà, un état d'esprit dans ce groupe qui est parfaitement exceptionnel et qui va amener à ce qu'on va voir derrière, puisqu'en piquant au vif intelligemment un garçon de la trempe de Ramos, on le rend encore meilleur, ce qui est quand même beaucoup dire. Allez, direct au match. On voit que les Bordelais, ils ont faim tout au début. Ils chopent le ballon. Mais ça va moins bien pour l'instant. Les deux équipes se testent, se cherchent. Willis a l'air en forme. Ntamak aussi. Qui va marquer le premier essai? Bien sûr, c'est Antoine Dupont. C'est joli percé, d'ailleurs, de Flamand avant. Petit carton jaune pour le 8 Bordeaux. On peut être content que c'était pas plus que ça. Bordeaux démarre alors le match en difficulté. Ils vont quand même ajouter 3 points au pied. 7-3. Ramos va faire le même pour Toulouse, 10-3. Et Cros va fâcher Big Ben. Le 8 Bordelais va revenir dans la masse. Ils étaient chanceux de ne pas prendre plus de points pendant les 10 minutes de son absence. Jack Willis casse tout, touche Toulouse sur le côté gauche. Et après une belle série, c'est Movaca qui va marquer côté droite avec un petit poussé de son allié, 15-3. Et Dupont est roi. Il arrive lancé avec le ballon en main, coup de pied pour lui-même face à le coup perdu, 22-3. Et ça commence. Penaltouche molle et 20 mètres gagnés. Pauvre Louis Bielbarré qui doit faire face à ce molle toute seule, j'ai l'impression. UBB a parfois le ballon dans ce match quand même, mais ça va pas de tout. Des mauvais choix, mais surtout une défense de Toulouse étouffante. Coucou Jack Willis. Petit contre-attaque rouge et noir juste avant la mi-temps. Movaca saute sur le ballon, essaye, mais non. 22-3 quand même. Pas de débat, Toulouse est dominant dans la première mi-temps. Oui, à la mi-temps, à 22-3, très honnêtement, il n'y a plus grand monde qui croit à une issue autre que celle de la victoire du Stade Toulousain. C'est un peu cruel parce que l'UBB avait fait une bonne entame, on l'oublie. Ils récupèrent le ballon, ils avancent, ils sont dans leur match en fait sur la première minute. Le problème, c'est qu'un match, c'est 80 minutes en fait. Et dès que Jefferson Poirot a perdu le ballon sur un des contacts, il a le ballon qui lui passe en dessous, c'est récupération derrière. Et on a l'impression que le match de l'UBB, qui était parti sur des bonnes bases, s'est arrêté à ce moment-là. Ils ont pu exister, ils ont fait que de souffrir, de subir. Et moi, j'avais souvent Moscato qui nous disait, quand il m'entraînait à l'époque, celui qui a raison au rugby, c'est celui qui avance. C'est une phrase qui est merveilleuse parce qu'elle est très simple, en fait. Et le Stade Toulousain n'a fait que avancer pendant ce match dans tous les secteurs du jeu. Ils leur ont marché dessus. L'essai de Dupont, le premier, est vraiment caractéristique, hein. Des impacts fantastiques juste avant, et lui, il prend le ballon, et pour finir, il a 3 mecs sur le rable et il va marquer. Donc, rien qu'avec cet essai-là, on se disait, ouh là là, ça va être très très dur s'ils jouent comme ça pendant tout le match, et ils ont joué comme ça, et même encore mieux. Tu l'as souligné, moi j'ai adoré le fait que Movaca soit renvoyé dans le terrain par son ailier pour aller marquer, parce que sinon il avait été poussé en touche. Et l'ailier était à l'extérieur du terrain, il lui rentre dedans, et comme il n'est pas porteur du ballon, il a le droit en fait. Ça fait pas contact, puisque c'est quand le porteur du ballon tape sur l'autre que ça fait pénalité. Et il l'aide comme ça à aller marquer, c'est vraiment d'une très très grande intelligence. Et très honnêtement, je pense aussi que la sortie de Tatafou très tôt dans le match, avec une domination qui se mettait en place, une supériorité numérique, les Bordelais assez vite, ils ont décroché en fait. C'est vraiment l'impression que tout le monde a eue. On voyait une ou deux petites réactions pour essayer d'arrêter de regarder les godasses et de remonter le moral des autres. La vérité, c'est que même n'y croyaient pas. Je pense que dans les discours d'après-match, d'ailleurs, je vais te laisser faire la deuxième mi-temps, mais on l'a bien vu, ils ont tous dit, bon, c'est clair, on est tombé sur beaucoup plus fort que nous. C'est marrant parce que De Porter, il avait le mic et il disait les mots au mi-temps, c'était oh les mecs, on se fait marcher dessous là, mais qu'est-ce qui se passe? Et t'avais vraiment l'impression que déjà, c'était déjà plié. Allez, deuxième mi-temps, Burros va faire quelques mètres, Roumat va piquer des touches. Pourquoi faire sortir Louis Melberé? J'ai pas compris, j'avais l'impression que c'était le seul Bordelais qui était présent à mes yeux. Marchand, Servat Junior et un Américain vont entrer pour la première ligne de Toulouse. Chaque fois que UBB essaye de sortir de leurs 50 mètres, ça marche pas du tout en fait. Il faut attendre 17 minutes dans ce deuxième mi-temps avant qu'ils sont capables de sortir de leurs 50 mètres et puis ils vont perdre le mêlée qui suit. La foule s'ennuie un tout petit peu ici à Marseille, et puis Toulouse tape sur la porte pour le 4e essai. Dupont va suivre la ligne de la défense bordelaise, toujours le ballon en main. Il va servir Ntamak Keepers, qui va servir à son tour Ramos pour un très très joli essai collectif. Câlin pour tout le monde, 31-3.
Toulouse ne prennent plus les penalties. Ces penalties touchent, Maul essaye comme des Anglais. Maxime Lecou l'a dit à mi-temps, si on continue comme ça, on va prendre 40. Et oui, interception, Kinghorn, il me semble, va la marquer, 42-3. Dupont va sortir l'homme de match, l'homme de saison et peut-être l'homme d'année de notre sport. Ramos va marquer suite à beaucoup d'activités des Kinghorn, 47-3. Capuzzo et Coste maintenant dans le jeu, ils ont envie de marquer aussi. Mais non, le prochain essai est réservé pour l'Américain, c'est le pilier David Aïnou. Même Penaud doit rigoler pendant que Loukou est en larmes. Bordeaux va tenter l'essai pour sauver l'honneur. Ça devient l'essai de la désespoir quand même. Un essai de 100 mètres fini par Ange Capuzzo, 59-3, match historique. Ouais, je dois dire que l'essai final d'Ange Capuzzo, c'est le démon Capuzzo, hein, appelons-le comme ça, parce que c'est le moment où peut-être les Bordelais allaient sauver l'honneur. Ils étaient sur la ligne quasiment. Et puis, voilà, ils perdent le ballon, ils se prennent un essai de 100 mètres. C'est l'humiliation suprême aussi parce que c'est quasiment un cadrage débordement sur Damien Penaud, puisqu'il lui fait pas vraiment le cadrage, mais il ralentit, il le fait ralentir, paf, il remet un coup d'accélérateur. Il arrive à aller planter l'essai en bout de ligne. Il n'y a pas de mots, c'est boire le calice jusqu'à la lie, c'est toutes les expressions. La déculottée absolue, il y a pas vraiment de mots pour exprimer ce que une finale à ce point dominée veut dire. Et moi, je suis quand même assez inquiet pour l'équipe de l'UBB. Je pense qu'ils vont avoir du mal à s'en remettre parce que ça va rester dans les mémoires collectives et tout le monde s'en rappellera. Donc c'est difficile pour une équipe comme ça de subir une telle défaite. Techniquement, sur cette deuxième mi-temps, honnêtement, c'est la réplique de la première en mieux. Hein. C'est-à-dire que ils avaient déjà 20 points d'avance. Ils en ont mis 40 en deuxième mi-temps et ils ont raté une dizaine de points au pied. C'est-à-dire que s'ils avaient été dans un grand jour à la Toulousaine, c'était 70-3. 70-3, faut se figurer ce que ça veut dire. C'est coup d'envoi, 3 temps de jeu, essai pendant tout le match. Donc, c'est une domination qu'on n'est pas du tout habitué à voir dans nos championnats, dans notre championnat, qui est un championnat quand même assez disputé. On a beaucoup de matchs cette année en top 14 qui se sont finis à des 31-24 et d'ailleurs même les confrontations entre Toulousains et Bordelais ont été assez serrées, les deux. J'ai pas les scores en tête, mais je sais que ça n'a pas du tout été dans ces proportions-là. Donc arriver dans une finale et prendre une raclée comme ça, j'ai entendu un mot de Yannick Bru qui à mon avis est très intelligent. Il dit en fait on a laissé beaucoup d'énergie dans le barrage et dans la demi et on est arrivé là sans doute en manquant de fraîcheur physique, et puis ils seront beaucoup plus forts que nous. Il a été assez smart, hein. C'est un ancien joueur du Stade Toulousain, Yannick Bru, champion d'Europe avec le Stade Toulousain, etc. Donc il sait de quoi il parle. Et il dit, la conclusion, c'est que pour espérer être champion de France, en fait, il faut se qualifier directement pour les demi. Et je pense que c'est une remarque extrêmement juste, parce que la débauche d'énergie est telle pour arriver en finale, et l'exigence énergétique est telle en finale, que quand on a trop laissé sur le préavant, bah, t'as le réservoir qui est pas assez plein, en fait. Et en plus, face à une Formule 1 lancée... Ouais. J'avais vu, il avait dit aussi... On a très vite vu qu'on n'était pas invité et quand tu perds le bras de fer contre Toulouse, il te casse le poignet sur la table. C'est quand même bien dit. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que Toulouse ne fait pas de sentiments. Toulouse est champion d'Europe, Toulouse veut être champion de France et Toulouse est 4 fois champion de France sur les 5 dernières années. Ils sont en train d'installer une domination qui est sans précédent d'abord et qui est presque aussi interrogeante. C'est-à-dire que pour ce championnat, pour son intérêt, pour la capacité des autres à se rêver en champion, ça pose plein de questions. Ils ont un tel effectif. Ils ont maintenant une telle expérience de ces phases finales. Quand on voit la composition qu'ils ont, le nombre de joueurs qu'ils ont fait jouer cette année, et quand on voit qu'en plus, cette année, ils ont été champions de France Espoir, champions de France Réchelle, c'est-à-dire junior, champions de France... ils ont perdu en finale hier, je crois, contre Brive en Crabos. Ça veut dire qu'ils ont en plus, derrière cette génération dorée, d'autres générations dorées. Donc, ça pose la question du niveau des autres et peut-être quand même d'un système hégémonique qui, on le sait, le PSG, à force d'être hégémonique, emmerde tout le monde. On le sait, Max Verstappen en Formule 1, à force d'être hégémonique, emmerde tout le monde. Bon, je pense que ça pose un petit peu cette question-là.
C'est marrant parce que je me souviens, on avait interviewé Fabien Poulos et il nous a rappelé que quand même il y avait un grand moment de Toulouse quand il jouait, parce que j'avais posé la question, tiens, est-ce que ce Toulouse d'aujourd'hui est le meilleur, mais quand même là en ce moment il commence à vraiment creuser l'écart, on va dire, par rapport à toutes les autres équipes de Toulouse, parce que c'est quand même un sacré truc. Ce score est complètement inédit. En plus, ils auraient pu passer la barre des 60 points. Et on l'a entendu et je l'ai vérifié. L'autre score le plus élevé d'une finale de championnat de France, c'était, figure-toi, en 1900. C'était 37-3. Et ceux qui avaient mis 3 points à l'époque, figure-toi que c'était l'ancêtre de l'UBB, c'est-à-dire le Stade Bordelais. On en a parlé la dernière fois, qui était une grande équipe des années 1900-1910. Ils ont été 7 fois champions entre 1900 et 1911. Donc c'était l'équipe qui dominait le rugby à ce moment-là, après que les équipes parisiennes du Stade Français et du Racing aient été les premières à jouer à ce sport qui venait d'Angleterre et d'Oxford. Donc il était d'abord arrivé en région parisienne, puis il est arrivé à Bordeaux, notamment avec l'influence des Anglais qui achetaient du vin à Bordeaux, et donc voilà, ils avaient une influence locale, et donc le Stade Bordelais était un grand club, et ils avaient perdu, figure-toi, 37-3 en 1900 contre le Racing Club de France, mon cher. Voilà. C'est marrant parce qu'aux États-Unis, on a une expression pour se perdre. En fait, ça s'appelle the Super Bowl hangover. En fait, c'est quand les équipes vont en Super Bowl et ils perdent. En fait, ils ne reviennent pas en finale, on va dire en Super Bowl l'année d'après, après une grosse perte. Je pense que ça arrivait genre 8 fois ou quelque chose comme ça où l'équipe était capable de revenir en finale finalement. Et ils souffrent et normalement, en fait, ils sont pas attendus même d'arriver au barrage ou playoff de l'année après, parce que tellement c'est un choc au système. Tu dis, en fait, ce type de défaite, ça va poser des problèmes. Et juste avant ta réponse, en fait, c'est aussi intéressant parce qu'il y a Super Bowl hangover. En fait, il y a deux sens. C'est le hangover pour l'équipe. En fait, c'est le gueule de bois pour l'équipe qui n'arrive pas à revenir. Et aussi, c'est le gueule de bois parce qu'en gros, 10% de la population qui travaille aux États-Unis le jour, parce que c'est toujours un dimanche de la Super Bowl, ils viennent pas au boulot parce que eux aussi, ils sont hangover. Donc, ça s'appelle aussi le gueule de bois. Ils sont hangover. Donc, en fait, il faut pas travailler le jour d'après un Super Bowl. Là, les supporters de l'UBB, ils sont aussi en gueule de bois quand même. Hein. Ceux qui ont fait le déplacement à Marseille, qui y croyaient un peu, etc. C'est quand même une soirée de cauchemar. Faut pas se leurrer. Je pense qu'effectivement, ça révèle un certain nombre de questions sur leur leadership dans cette équipe. Et ils ont été chercher Damien Penaud à Clermont, qui était venu pour passer un cap à Bordeaux. Passer un cap, c'est pas seulement compter sur les autres. Je pense que Damien Penaud, il a ses jambes qui sont fabuleuses. Je l'ai beaucoup dit dans ce podcast. Moi, c'est un joueur que j'adore. Par contre, est-ce que c'est un leader ? Je ne sais pas. Et ce genre de match m'interroge là-dessus. Je pense qu'ils ont clairement manqué de leadership. Maxime Loukou, malheureusement pour lui, le pauvre, dans un duel à proximité entre le numéro 1 et le numéro 2 de l'équipe de France, mais là, c'est même pas qu'il n'y a plus de match, c'est que il faut passer à autre chose. Je pense qu'il s'en remettra jamais. C'est trop dur. Il a passé une partie en enfer. Et je mets un point d'interrogation sur Jalibert, sur son état de forme et de fraîcheur mentale lié à sa blessure. Je pense qu'attaquer une finale, quand on n'est pas complètement prêt sur un niveau de jeu tellement exigeant, tellement dur, peut-être que c'est trop difficile, et je ne sais pas si c'était un très bon choix. Ouais, il a plus ou moins dit. J'ai vu un autocollant déguisé, retravaillé avec le logo de l'UBB, UBB, une belle branlée. Donc là, je pense que c'est un peu cruel et que ça va rester, quoi, en fait. C'est ça qui m'inquiète un peu pour eux. Donc, est-ce qu'ils vont arriver à s'en remettre ? C'est toute la question. Écoute, un défaite, c'est un défaite, mais au moins, en fait, on a finalement vu le sourire d'Antoine Dupont. En fait, ça se fait très plaisir. Il est toujours très humble. Et en fait, c'est dur. En fait, c'est rude quand même de voir les larmes de ces mecs sur le terrain. Tu les vois. En fait, c'est une question que j'avais. Moi aussi, j'ai joué au sport pendant longtemps, mais jamais à ton niveau, on va dire. Mais est-ce que toi, Théo, est-ce que tu as déjà, sur tous les niveaux que tu avais joué, est-ce que tu as déjà pleuré après un match ? Je sais pas tellement te répondre à ça. Je pense pas. Je crois que, alors déjà, je bataillais pas souvent en phase finale pour aller gagner ou perdre des titres. Hein. Ça m'est pas arrivé souvent. J'ai eu la chance d'être champion de France avec avec ma fac, contre une fac de Bordeaux d'ailleurs. Et peut-être que si on avait perdu, on aurait pleuré. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je pense que plus que de la tristesse, c'est plus une décharge émotionnelle. Et ça en dit long sur la capacité de ces hommes, les 30, même ceux qui ont perdu ce match-là, à monter en maîtrise de soi pour arriver dans des contextes émotionnels
hyper élevé, hyper exigeant, à conserver la maîtrise de soi, la maîtrise du geste, la maîtrise de ses émotions. Et puis quand d'un seul coup, c'est plus le sujet parce que le coup de sifflet a retenti, tout se relâche et parfois ils pleurent. Voilà, ils se remettent aussi vite. Je mets plus ça moi sur des émotions, sur quelque chose de quasiment physique lié aux émotions et à la retenue des émotions et au contrôle et d'un seul coup à l'ouverture des vannes qu'à de la peine ou de la tristesse. À mon avis, c'est plus souvent ça. Oui, merci pour ça, parce que bien sûr pas un critique non plus, mais c'est juste un question personnelle. Ça m'a pas arrivé, mais en même comme toi, je pense que j'ai joué une ou deux fois en playoff Division 3 de foot américain en France, donc j'avais pas vraiment des grands matchs à jouer. Mais c'est pas du tout un critique, mais c'est comme un peu triste, un peu rude de voir toute cette émotion, et c'est difficile pour eux. En même temps, j'ai pris un nouveau mot en fait en français, c'est super triomphateur, si j'ai prononcé correctement. Je connaissais pas ce mot-là. Ouais, je sais pas si c'est un mot entier, mais en tout cas, c'est une combinaison entre qui est bien claire, qui veut dire ce qu'elle veut dire. Moi, j'ai été marqué, je l'ai pas dit tout à l'heure, par c'est la première fois que ça me saute aux yeux comme ça, par la force physique d'Antoine Dupont notamment. Tu sais, sur le geste qu'il fait quand il extrait le ballon de la mêlée et qu'il fait jouer avec des passes relativement longues et parfois même des passes laser. Tu regarderas très souvent les demi de mêlée, quand ils extraient le ballon, ils ont besoin de faire un pas en arrière pour reprendre des appuis et prendre de la force et permettre le geste qui va de droite à gauche, qui emmène toutes les épaules, mettre de la force dans une passe vissée. Antoine Dupont, il peut être presque penché au-dessus du maul avec son gainage et ses appuis, et c'est juste avec le haut du corps qu'il va arriver à faire une passe laser de 20 ou 25 mètres sans reculer et sans reprendre ses appuis. Je pense que ce geste-là est très, très révélateur de la force physique intrinsèque de ce garçon et de ce qui en fait ce qu'on dit être le meilleur joueur du monde, capable effectivement d'avoir quasiment la force d'un talonneur dans une percussion, et on l'a vu à plusieurs reprises en équipe de France, même parfois en défense, etc. Rappelle-toi cette image l'année dernière où il avait tenu le mec qui allait marquer et il l'avait finalement renvoyé le long de la ligne. Cette image était géniale. Et quand il est en phase offensive, il est capable, avec juste le haut du corps, d'être tellement bien campé sur ses appuis qu'il va pouvoir déclencher un geste de classe et millimétré et hyper fort dans un délai ultra court que personne, en fait, n'arrive à faire. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra qu'on regarde, parce que ça me semble être une grande particularité de la force d'Antoine Dupont. Maintenant, lui, t'as vu, il a dit, je prends une petite semaine de vacances et ensuite je bascule sur le 7. Imagine la vie de ce garçon quand même. Coupe du Monde l'année dernière. Bon, ils perdent malheureusement après toute l'année. Le tournoi destination, champion d'Europe, champion de France. Il prend 3-4 jours de vacances. Il va aller se reposer un peu et après, Jeux Olympiques en France. Non, mais c'est quand même fabuleux d'être capable d'enchaîner tout ça. Et vraiment, moi, je vais regarder ce rugby olympique avec lui parce que j'y crois. Je pense que il peut vraiment être le facteur X et nous emmener sur le toit du monde aux Jeux Olympiques. Ouais, il a déjà fait dans 2 des 3 week-ends qu'il a joué avec l'équipe de France. Exactement. On a quand même gagné le médaille d'or dans ces week-ends-là. On parlait de l'émotion. Je voulais juste dire un peu d'émotion aussi attendue pour Romain Ntamak, qui va avoir un bébé très bientôt. Donc super pour lui, c'est des bonnes nouvelles. Allez, on clôture sur ce match. C'est bizarre parce qu'on avec ce score et tout, on pourrait dire en fait c'était pas intéressant à voir, mais c'est pas vrai. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match. C'est assez fou parce que si c'était magnifique. Tu regardes un match de basket 100 à 50, il y a aucun intérêt. Football américain, un peu la même, mais ici 59-3, mais quand même, ça reste un plaisir de voir. Tous les essais étaient magnifiques. On a vu se déployer vraiment toute la panoplie des gestes de classe, que ce soit dans la dimension collective, que ce soit dans les petits choix individuels. Le petit coup de pied de l'essai de Ntamak pour Ramos est fantastique. Sur le deuxième essai de Dupont, il y a avant une captation de Flamand en l'air qui est remarquable. Celui de Capozzo. Enfin, ils sont tous magnifiques à regarder. Il n'y a pas un essai de raccro. Tu vois, souvent, parfois, on se dit, bon, le match, ils ont eu un petit coup de bol, paf, il y en a un qui perd le ballon, interception, machin. Non, il y a eu que des essais de grande classe. Donc, chapeau, il n'y a rien à dire. Ils sont tout là-haut. La question maintenant, c'est qui va les déboulonner, quoi. Et pour moi, c'est un vrai sujet.
Après, si vous souhaitez un petit digestif de rugby, on va dire, je pense une bonne idée, c'est d'aller à Actu Rugby et lire le compte-rendu de Oval Masqué. Franchement, j'ai bien rigolé, c'est vraiment bien sympa. Et si vous êtes à Toulouse, n'oubliez pas aussi ce week-end du 4 au 7 juillet, c'est du Water Rugby fait par notre copain Yann Deleg. Yann est venu ici à Pacte Pod épisode 55 pour parler de Water Rugby et ses origines. Maintenant, on passe à Coupe du Monde U20 qui est en Afrique du Sud en ce moment. Donc, je remercie beaucoup mon fils qui m'a aidé avec les notes. Le premier match pour ce Coupe du Monde U20, c'est en fait France contre l'Espagne. Cette équipe de l'Espagne, on les connaît pas très bien, mais moi, j'aime bien les Arriba sur le terrain. La France domine largement dans ce match avec 95% de possession dans les 10 premières minutes. Gros coup de pied de l'arrière, Espelès qui va ouvrir l'opportunité pour marquer. C'est lui qui va marquer le premier essai. Hugo Royce va faire de super Chistara pour les premières 7 points, 7-0. Le talonneur Barnabé Massa va marquer la prochaine, 14-0. Les Espagnols ont des occasions pour gagner du terrain, mais ils ne sont pas très précis. Donc la France est de retour chez eux. Encore un essai de Barnabé, doublé pour lui, 21-0. Une autre opportunité pour la France, mais les 10 Espagnols ferment la porte. Ils sont bien présents en contre-rock, les Espagnols. Mais la France, trop puissant, essaie de pénalité à 40 minutes, 28-0 pour le mi-temps. Les renforts arrivent pour remplacer Barnabé et un pilier qui s'appelle Super Zizou. J'aime bien le nickname, le surnom. L'Espagne vont marquer finalement leur premier essai avec un gros contre-rock dans nos 5 mètres, 28-7. L'Espagnol bien présent nous force à beaucoup d'erreurs, mais c'est le numéro 7 Geoffroy Malater avec un gros percé. Spoiler, il va avoir un sacré fin de match, lui. Encore quelques erreurs par les Bleus avec 11 turnovers pour l'instant. Bel essai du numéro 13, même si on ne voit pas son numéro sur son maillot. Des plaquages découpants, des en avant, des pénalités et du beau rugby aussi. Voilà le doublé de numéro 7, Geoffroy Malater. Hugo Royce, le 10, toujours à 100% à pied. 49-12, un test run sans difficulté pour les Baby Bleus. Mais attention, prochain match, c'est les Baby Black. Oui, c'est pas les confrontations dont on attend le plus d'incertitude, hein, France-Espagne en U20. Ce qui est sympa, c'est de voir que l'Espagne monte progressivement et sera peut-être capable un jour de rivaliser avec les nations européennes, même s'ils partent de très très loin. En revanche, là, contre les Baby Blacks, ça va être une autre limonade. Hein. Les Français, ça fait 2 fois de suite qu'ils gagnent. Donc je pense que les nations du Sud en ont ras la casquette des équipes françaises qui gagnent les U20 là. Donc moi je dis quand même grosse méfiance, mais on leur fait confiance. Hein. On sait que maintenant qu'ils ont la culture de la gagne, ça commence à transpirer partout. On le voit. Il y avait un certain nombre d'anciens champions du monde U20 sur la pelouse de la finale du championnat de France. Paul Coste par exemple. Et je pense que tout est possible, même si je dis attention au Baby Black. Bon, j'ai pris un petit moment pour m'enseigner en fait sur le All Black Pays de Galles, en fait les 2 autres équipes dans notre pool. En fait, Pays de Galles, ils ont un joueur qui s'appelle Harry Wild. Si on traduit ça, le numéro 9, si on traduit ça, c'est poilu sauvage. C'est quand même pas mal. Un peu comme nous, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Le 12 nouveau Z avec un doublé. Le 12 rouge aussi, qui s'appelle Hennessy, comme le cognac avec un doublé. C'est 41-34. Les Baby Dragons, si on peut les appeler comme ça, ils sont quand même revenus dans le match. Malgré 2 cartons jaunes, ils étaient bien présents à la fin. Sinon, pas de surprise, on va dire, pour cette première semaine. Angleterre a battu Argentine, Irlande a battu Italie, Afrique du Sud a battu Fidji et Australie a battu Géorgie. Bon Thierry, je crois que l'heure de notre minute américaine est arrivée. C'est bien parce que j'ai pas mal de choses cette semaine en fait. En ce moment, il y a un U20 rugby, il y a aussi un U20 champion du monde de foot américain en ce moment. Et là, mauvaise nouvelle pour les États-Unis, ils ont perdu contre Japon 41-20. Et là, en ce moment même, pendant qu'on enregistre, on est en train de faire le match pour la 3e place contre l'Autriche. Donc tout le monde se pose la question, mais comment on a pu perdre contre le Japon? Mais c'est en fait comme dans les années 80, dans les JO, en fait, on n'envoyait pas tous les meilleurs joueurs de NBA et tout ça. On envoyait des personnes qui étaient moins expérimentées. Et en fait, il n'y a pas de vrais joueurs qui sont, on va dire, des joueurs universitaires aux États-Unis, qui sont un peu, c'est des gens qui étaient les meilleurs de leur lycée. Il y en a que genre 1 ou 2 joueurs qui jouent dans un bon université. Donc en fait, finalement, c'est, on va dire, pas la meilleure équipe qu'ils ont envoyée pour ce championnat du monde de foot américain.
En même temps, USA a quand même battu le Pakistan en cricket. Donc, le monde du sport est en train de changer, mon cher Théo. Là, ça pourrait être vraiment une raison, un motif de rupture des relations diplomatiques, parce que les Pakistanais, ils rigolent pas du tout avec le cricket, hein. Avec beaucoup de choses, je pense qu'ils sont open, mais le cricket, non. Donc là, il faut faire attention. Je sais pas si c'était très malin d'aller les battre au cricket. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de sports pro où les Américains sortaient pas leurs joueurs du territoire américain, et on avait eu la chance en 92 de voir la Dream Team de Magic Johnson, Michael Jordan, etc., qui avait été en basket à Barcelone en 92 aux Jeux Olympiques. Ils avaient la grosse équipe américaine et c'était absolument magique. Souvenir pour tous les amoureux de basket. En parlant de basket, ce week-end, il y avait le NBA et le draft où il y avait 5 joueurs français qui étaient draftés, donc notamment 3 dans le top 10. Donc aux États-Unis, en ce moment, on parle de French Invasion où en fait tout le monde dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout d'un coup il y a tous les Français qui sont pris? Je dis rapidement donc, numéro 1, c'était Zachary Rizaché pour the Hawks en Atlanta. Numéro 2, Alex Sarr pour the Washington Wizards. Ensuite, numéro 6, Tidjane Saloun pour mon équipe à moi, the Charlotte Hornets. Bien, donc ça, c'est Hornets. bien. Et 25e pick, Packham Dadier pour les Knicks. Et en 5e, il y avait Melvin Agencia pour les Knicks aussi. Donc, voilà, c'est assez intéressant parce que d'un coup, on voit beaucoup de Français. L'année dernière, c'était, on va dire, Wemby qui est devenu Rookie of the Year et en plus, Rudy Gobert qui était meilleur joueur de l'année défensif, tous les deux Français. Et là, on a 5 joueurs français draftés dans le même draft. Ce qui va être super intéressant, c'est quand tous ces joueurs vont jouer ensemble en équipe de France. Là, ça va commencer à faire du bruit. Ça va être fantastique. On commence à avoir une culture maintenant de la NBA parce que ça date un peu, hein, mais on a eu des très bons joueurs de NBA et même le fils de Yannick Noah qui jouait là-bas, qui jouait d'ailleurs aux Knicks également. Moi, si j'avais dû être drafté, bon, je risquais pas, tu me diras, j'aurais voulu aller jouer aux New York Knicks, hein, c'est très clair. Franchement, c'était l'équipe de Patrick Ewing qui me faisait complètement rêver quand j'étais jeune avec mes cousins. Et je suis impatient de voir ce que donneront tous ces joueurs qui sont en fait tous un peu les enfants de Tony Parker. En fait, c'est Tony Parker qui a tellement compté pour le développement du basket en France par son exemplarité, par son enthousiasme sous le maillot bleu, alors que c'était quand même un Français un peu américain. Il s'appelle quand même Tony Parker et pas Antoine Parquet, faut quand même pas l'oublier. Et ce joueur a été exemplaire vis-à-vis de la tunique tricolore. Et on peut que lui rendre hommage. Et il est clair et net que si on a ce succès en NBA et à la draft, c'est parce qu'on avait Tony Parker qui faisait rêver des gamins qui sont devenus des grands. C'est assez intéressant parce qu'aux États-Unis, en ce moment, tout le monde se regarde, mais c'est qui ces Français en fait? Parce qu'ils n'ont pas, on va dire, le public américain ne le connaît pas, ils n'ont pas énormément d'Instagram followers et tout ça. Il y a peu de vidéos par rapport à des joueurs que tu peux voir jouer, on va dire, à l'université aux États-Unis où ça passe à la télé. Donc, quand même, il y a beaucoup de monde qui dit bravo la France au niveau de développement. En fait, on voit que des joueurs français, c'est super smooth, ils ont dit, un vrai joueur d'équipe, une bonne compréhension de tous les bases, un all-around game, défense, shoot, pass et tout ça. Donc bien sûr, je trouve qu'en France, on va beaucoup regarder les Spurs parce que là, il y a Wemby. Par contre, Atlanta, ils étaient 20e sur 30 l'année dernière au niveau d'équipe. The Hornets, ils étaient 28 et the Wizards 29. Donc en fait, ces jeunes Français, ils n'arrivent pas dans les meilleures équipes, on va dire. Sauf les Knicks, en fait, il y a eu 2 Français qui étaient pris par les Knicks. Ils étaient très bons l'année dernière, un peu en surprise en playoff. Donc voilà, c'est une bonne raison, mon cher Théo, d'aller soutenir, on va dire, des Knicks. C'est pas une mauvaise idée. Ils ont 2 Français. En plus, ils ont un bon joueur qui s'appelle Jalen Brunson. N'oublions pas que la draft permet justement aux équipes les moins bien classées de choisir en premier. Et c'est un système, moi, que j'aime beaucoup et que je trouve très juste pour une ligue fermée que je n'aime pas par ailleurs. Mais ça, on en a déjà parlé souvent. Bah tiens, une bonne nouvelle aussi pour le draft, ça permet à LeBron potentiellement à jouer avec son fils Bronny, qui a été pris par les Lakers. Bon, peut-être normalement il va jouer quelques années dans le G League. Le G League qui même pas, on va dire en Pro D2, c'est quand même nettement inférieur de NBA, mais au moins il reste content LeBron avec les Lakers. Mais est-ce que tu as déjà entendu de ça sur des terrains de rugby amateur? Oui, on a déjà entendu parler, mais tu imagines dans le top 14 un fils qui joue avec son papa en top 14, c'est déjà arrivé ça? Oui, alors à très haut niveau en top 14, je sais pas, mais moi j'ai en mémoire un joueur qui a joué à
à Gaillac, à Colomiers, à Groyet, qui s'appelait Jean-Philippe Revalier. Et ce joueur-là, qui a joué en France A, c'est-à-dire l'équipe un peu antichambre de l'équipe de France, dans les années, on va dire, 90 et 2000, il avait joué parfois à Groyet avec son père, qui s'appelait Daniel, et ils jouaient deuxième ligne tous les deux. Donc voilà, le père et le fils Revalier en équipe première à Groyet, ça devait envoyer parce que c'était quand même un autre sport à l'époque. Donc cherchez ça sur Internet, vous verrez qu'il y a sûrement des belles choses à voir. Et puis voilà, beaucoup plus près de moi, j'ai mon cher copain Ludo du club SPN Vernon que je quitte ces jours-ci, qui aimerait beaucoup arriver à jouer avec son fils. Donc il essaye de pousser la licence aussi loin que possible pour que son fils qui a 17 ans soit apte à faire un match en première avec lui. Peut-être un jour en Régional 3, puisque cette année, mon cher club du SPN Vernon a été champion de Normandie en Régional 3. Voilà. Et puis, allez, j'en profite pour dire qu'ils ont été aussi champions de Normandie en U10 et en entente avec Évreux, champions de Normandie en U14, U16 et U19. Donc c'était une année de récolte, et j'embrasse voilà tous mes amis du SPN Vernon, puisque c'est une année particulière pour moi. Je vais bouger en France et je serai plus licencié à Vernon l'année prochaine, mais c'est la famille du club SPN Vernon que je garderai dans mon cœur. Ouais, j'entends beaucoup de fierté, c'est bien tout ça. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On va essayer de faire un épisode pour ces matchs en Argentine, mais juste un petit heads up, c'est peut-être un peu difficile parce que je suis en déplacement quand même. On va voir si on arrive à faire 2 épisodes pour parler de ces 3 matchs de l'équipe de France dans leur tournée dans l'Amérique du Sud. On vous embrasse tous. Évidemment, si vous aimez ces épisodes, n'oubliez pas de nous faire un petit like et de les partager avec vos amis, éventuellement d'interagir avec nous sur le Facebook ou l'Insta. Et dans tous les cas, on vous dit à très très vite. Allez, bisous, ciao ciao. Ciao.